Une étude révèle l'ampleur de la pollution le long des routes et des rives du Québec. La MRC de l'IDEA publie son tout premier rapport annuel. Le Kamouraska mise sur le microtourisme pour faire rayonner sa filière champignons. Jeudi 12 mars 2026. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin d'actualité sur le réseau de télévision C'est ma TV. D'abord, opération tempête des écoles fermées en ce jeudi 12 mars. Le Centre de service scolaire de la Côte-du-Sud informe ses usagers qu'en raison des conditions routières de ce matin, tous les établissements du Centre de service scolaire seront fermés pour la journée. Services de garde, écoles primaires, écoles secondaires, centres de formation professionnelle, centres d'éducation des adultes et centres administratifs. Un état de situation sera effectué en début d'après-midi concernant les activités et les cours prévus en soirée. Il est à noter que les routes dans la région, qu'aucune route n'est fermée en raison des précipitations. À 5h30 ce jeudi matin, les conditions dans Côte-du-Sud vont de glacé à enneiger. Pour plus de détails, vous pouvez vérifier le site de Transport Québec. Pour une deuxième journée consécutive, en raison des mauvaises conditions météorologiques et routières actuelles, est prévu les cours au Collège de Sainte-Anne de la Pocatière seront offerts en ligne pour la journée, et ce, aux heures habituelles de classe. Du côté du Centre de service scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup, ils ont déjà informé leur clientèle sur leur site Internet respectif la fermeture de la majeure partie de leurs établissements d'enseignement, les centres d'éducation des adultes, sauf certains services de garde. Cependant, les centres de formation professionnelle seront ouverts. Les points de service de Saint-Pascal et de Rivière-du-Loup seront également ouverts. Il est donc préférable de consulter le site Internet du Centre de service scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup pour vous assurer des services offerts. Recyc Québec dresse un portrait inquiétant des déchets abandonnés le long des routes et des rives du Québec après la première étude de caractérisation d'envergure consacrée aux déchets sauvages dans ces milieux sensibles. Réalisée en collaboration avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable, ainsi qu'avec l'organisation Mission 1000 tonnes, l'étude visait à mieux comprendre la nature et la quantité des matières abandonnées en bordure des autoroutes et sur certaines rives du territoire québécois. Les équipes ont analysé près de 4,3 tonnes de matières trouvées le long des autoroutes, c'est épouvantable, et environ 2,5 tonnes sur les rives étudiées, afin d'obtenir un portrait précis de ce qui se retrouve réellement dans l'environnement. Les résultats démontrent que les plastiques dominent largement ce type de pollution, puisqu'ils représentent à eux seuls environ 40,6 % du poids des matières retrouvées en bordure d'autoroute et près de 44 % des objets recensés sur les rives. L'étude révèle également la présence importante de matières recyclables qui auraient pu être récupérées plutôt que jetées dans la nature, ainsi qu'une proportion notable de résidus de construction, de rénovation et de démolition, souvent associés à des dépôts illégaux ou à des travaux mal gérés. Selon Recyc Québec, ces données démontrent clairement l'importance de réduire les déchets à la source en privilégiant, par exemple, les produits réutilisables ou les emballages minimalistes, afin de limiter la quantité de matière susceptible de se retrouver dans l'environnement. L'organisation rappelle aussi que plusieurs objets abandonnés auraient pu être recyclés ou récupérés adéquatement grâce à de meilleurs réflexes de tri et à l'utilisation d'outils simples comme l'application mobile « Ça va où ?», qui aide les citoyens à identifier la bonne filière pour chaque matière. Des gestes simples peuvent également réduire la présence de déchets dans la nature, notamment lors des déplacements routiers où certaines matières sont parfois perdues ou jetées par négligence. Par exemple, il est recommandé de garder un petit sac dans son véhicule pour y déposer temporairement ses déchets et de profiter des haltes routières et des installations prévues pour disposer correctement des matières résiduelles ou recyclables. La présidente directrice générale de Recyc Québec, Emmanuelle Géhin, rappelle que la gestion responsable des déchets est une responsabilité à la fois individuelle et collective, afin de protéger les milieux naturels et de réduire la pression exercée sur l'environnement.
Créée en 1990, la Société d'État œuvre, depuis 35 ans, à faire du Québec un modèle de gestion durable des matières résiduelles en favorisant la réduction, le réemploi, la récupération et le recyclage dans une perspective d'économie circulaire et de lutte au changement climatique. La MRC de Lillet vient de franchir une étape importante de son histoire administrative en publiant son tout premier rapport annuel intitulé « Réalisation 2025 ». Dans ce document synthèse, l'organisation régionale présente un portrait détaillé des projets et réalisations menés au cours de la dernière année par son équipe de professionnels. Le rapport met notamment en lumière les dossiers traités en administration et à la Cour municipale, mais aussi les interventions liées à l'aménagement du territoire et à la sécurité incendie. Les initiatives de développement économique local et régional occupent également une place importante dans ce bilan annuel. On y retrouve aussi différentes actions réalisées en communication et en marketing territorial, ainsi que les projets liés au transport collectif dans la région. Selon le préfet de la MRC de Lillet, Normand Caron, ce premier rapport démontre la capacité de l'organisation à piloter des projets structurants pour les municipalités du territoire. Il souligne également l'engagement et l'expertise des membres de l'équipe qui contribuent à faire progresser plusieurs dossiers stratégiques pour la région. Toujours selon M. Caron, ce document constitue aussi une façon transparente de présenter les actions réalisées et les résultats obtenus au bénéfice des citoyens. Le rapport annuel complet peut être consulté dès maintenant sur le site Internet de la MRC dans la section consacrée au rôle et mandat de l'organisation régionale. Ce premier exercice de reddition de comptes pourrait d'ailleurs devenir un rendez-vous annuel pour suivre l'évolution des projets régionaux futurs. Le Kamouraska mise sur le mycotourisme pour faire rayonner sa filière des champignons. Tous les détails après la pause. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. Le restaurant Pizzeria Porto Bellissimo, un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante de garnitures, menus variés et abordables. Délicieux desserts avec des produits de grande qualité des gâteries de l'Ami. Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami, route de l'église à Saint-Jean-Port-Joli. Ce lundi, vers 8h20, CMA TV vous présente la chronique « Ancrez-vous ». Une invitation de l'organisme L'Ancre, soutien à l'entourage des personnes vivant avec un trouble de santé mentale. Vous regardez CMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. La filière mycologique du Kamouraska confirme son essor avec la tenue de la rencontre annuelle 2026 du Kamouraska mycologique, un événement qui a réuni environ 70 participants le 17 février dernier. Organisée pour faire le point sur l'évolution du secteur, la rencontre a permis aux intervenants de l'industrie de découvrir les faits saillants de la dernière année et d'échanger sur les projets porteurs pour l'avenir de cette filière devenue emblématique du territoire de Kamouraska. Selon Nancy Dubé, préfète de la MRC de Kamouraska, l'enthousiasme observé lors de cette journée démontre que la filière mycologique occupe désormais une place centrale dans le dynamisme économique et identitaire de la région. La responsable souligne que l'intérêt croissant pour les produits issus des champignons sauvages et cultivés contribue à positionner le Kamouraska comme un territoire innovant en matière de développement agroalimentaire et touristique. Les échanges tenus durant la rencontre ont aussi permis de mieux cerner les opportunités qui s'ouvrent pour les entreprises du secteur. L'édition 2026 s'est d'ailleurs démarquée par une attention particulière portée au mycotourisme, un créneau émergent qui attire un intérêt grandissant dans la région. Plusieurs conférences d'experts ont permis d'explorer des pistes concrètes de développement, notamment la création de forfaits touristiques et l'utilisation d'outils numériques pour promouvoir l'offre mycologique du territoire. Cette approche vise à mieux faire connaître les entreprises locales
tout en attirant de nouveaux visiteurs curieux de découvrir les richesses naturelles et gastronomiques du Kamouraska. Comme le veut la tradition, la rencontre a également permis de souligner l'engagement de plusieurs entreprises reconnues comme fiers partenaires du Kamouraska mycologique. Parmi elles, les Craquantes, Potions Boréales, Morille Port-Joli, ainsi que Magouille et Baba ont été mises en valeur pour leur contribution au développement de produits mycologiques distincts dans la région, ou distinctifs, j'aurais dû dire. L'un des moments marquants de la journée a été la remise du prix Le Rosaire 2026 à Perle Morancy de Côté-Est. Cette distinction souligne son engagement exceptionnel envers le développement du Kamouraska mycologique ainsi que sa contribution au rayonnement de cette filière unique au Québec. Les organisateurs rappellent que la consultation tenue auprès des intervenants a aussi permis de recueillir des données encourageantes. Les entreprises se montrent notamment ouvertes à la création de forfaits myco-touristiques, tandis que le niveau de fierté envers le Kamouraska myco atteint 94 %. Un signal clair que la filière mycologique continue de s'enraciner solidement dans l'économie régionale et dans l'identité du territoire, tout en ouvrant la porte à de nouvelles initiatives touristiques et entrepreneuriales pour les années à venir dans le Kamouraska, dans l'ensemble du Bas-Saint-Laurent, selon les responsables de l'événement annuel. Alors que les consultations publiques d'Hydro-Québec se poursuivent concernant le projet de ligne de transport d'électricité axe Appalaches-Bas-Saint-Laurent, une mobilisation citoyenne prend de l'ampleur dans plusieurs municipalités des régions de Chaudière-Appalaches et du Bas-Saint-Laurent. Née dans la municipalité de Kenners Mills, la mobilisation s'est rapidement étendue à d'autres villages et MRC situés sur le tracé envisagé. 4 groupes d'action citoyenne, dont Protection des Appalaches, Nature sans pylône, Contre la ligne haute tension et Tourne pas chez nous, il regroupe aujourd'hui plus de 1400 citoyens mobilisés. Résidents, producteurs agricoles et entrepreneurs touristiques disent craindre des impacts importants sur leur milieu de vie. Ils dénoncent notamment un manque d'acceptabilité sociale et redoutent des conséquences durables sur les paysages, l'agriculture, la sériculture, l'industrie touristique, ainsi que sur la valeur de leurs propriétés et des investissements réalisés au fil des ans. Plusieurs citoyens affirment avoir l'impression d'être placés devant un fait accompli par un projet décidé à grande échelle. Le projet d'Hydro-Québec prévoit la construction d'une ligne de transport d'environ 260 km à 315 kV reliant les Appalaches au Bas-Saint-Laurent afin de soutenir la transition énergétique du Québec et l'augmentation de la production éolienne d'ici 2050. Dans ce contexte, Hydro-Québec tient actuellement plusieurs rencontres d'information publique pour présenter les variantes de tracé et recueillir les commentaires de la population. Dans notre région, des rencontres sont prévues, notamment le 17 mars à Saint-Damien-de-Buckland, le 24 mars à Armagh, le 26 mars à Sainte-Euphémie sur Rivière-du-Sud, le 30 mars à Saint-Damas-de-Lillet et le 1er avril à la Pocatière. La MRC de Montmagny amorce un nouveau chapitre à sa tête. À la suite de la démission de Frédéric Jean, le Conseil des maires a procédé à l'élection d'une nouvelle préfète lors de la séance tenue le 10 mars dernier. Les élus ont choisi par acclamation Chantal Côté, mairesse de Cap-Saint-Ignace, pour occuper la fonction de préfète de la MRC de Montmagny. Elle succède donc officiellement à Frédéric Jean et assumera son rôle stratégique pour la gouvernance régionale. Son mandat s'étendra jusqu'au 24 novembre 2027. Dans un bref message, la MRC de Montmagny lui a d'ailleurs souhaité beaucoup de succès dans l'exercice de ses fonctions et au service du territoire avec ses nouvelles responsabilités des municipalités qu'elle représente. Cette nomination marque une nouvelle étape dans la gouvernance régionale. Au sport, le Carnaval de Québec a récemment rendu un hommage bien mérité à Gilbert Lavoie, canotier originaire de l'île aux Grues, en lui décernant le prestigieux prix Jean Anderson, remis au doyen de la course en canot Atlas.
Cette distinction souligne ses 47 années de participation à cette compétition mythique du fleuve Saint-Laurent. La cérémonie d'honneur s'est déroulée le 6 février dernier à la salle de réception de l'unité de réserve de la Marine royale canadienne SCSM Montcalm à Québec. Près de 80 invités, bénévoles et artisans de la célèbre course étaient présents pour saluer l'engagement exceptionnel du vétéran canotier. Le prix porte le nom de Jean Anderson, figure emblématique du canot à glace, reconnu pour ses innovations technologiques et ses nombreuses victoires. En honorant Gilbert Lavoie, le Carnaval de Québec célèbre aussi la persévérance et la passion des canotiers qui perpétuent cette tradition hivernale unique au Québec depuis des générations sur le fleuve Saint-Laurent. Gilbert Lavoie sera d'ailleurs notre invité mardi prochain dans l'entrevue du jour sur nos ondes. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité de ce jeudi 12 mars. Dans un moment, les prévisions de la météo. Et pour ce qui concerne notre émission d'aujourd'hui, dans quelques instants, on vous présente Info de Bellechasse avec le journaliste de La Voix du Sud, Éric Gourde. Audrey Saint-Pierre nous fera part de ses trouvailles chez Uniprix Montmagny. Il y aura les commentaires de fin d'émission, les commentaires d'actualité et bien sûr des avis de décès. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.